On est sur la trajectoire. On a sur la trajectoire du réchauffement anticipé il y a près une vingtaine d'années. 2024 est la première année où la température globale de la planète a franchi le seuil d'1,5 degré. Ce que veut dire, c'est fractions, c'est dixièmes de degrés de réchauffement supplémentaire. Sur des événements extrêmes comme l'été 2022, on passe de virtuellement impossible à une chance sur 30 en 2014, une chance sur 9-10 en 2024, 2034, chance sur 4. Quoi 2044, chance sur 2. Bienvenue à vous sur les mythes, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien de votre côté les amis. Les sujets vont être très sérieux aujourd'hui. Ah ouais, avec Christophe Cassou, un climatologue qu'on aime beaucoup nous ici sur les mythes. Salut Christophe, comment tu vas? Bonjour, ça va. Est-ce que tu as des bonnes nouvelles à nous annoncer ou des mauvaises nouvelles aujourd'hui? Les bonnes nouvelles sont rares. Ouais. Les mauvaises nouvelles sont beaucoup plus nombreuses en ce moment. Ils sont habitués, t'inquiète, hein. Ils aiment bien avoir la réalité sous leurs yeux, quoi. Donc on va se faire plaisir, non? Alors une bonne nouvelle, on va dire celle de ce matin, qui est assez personnelle en fait. C'est de voir les bulbes de narcisses qui commencent à germer et qui sortent de terre et qui montrent que le printemps qu'on s'en va vers le printemps et que j'espère avoir moins de grisailles ici sur Paris. Ah, eh bien les amis, effectivement, nous sommes sur Paris, nous tournons janvier 2025. C'est une bonne nouvelle qui fait plaisir et les autres bonnes nouvelles, c'est qu'il y a de plus en plus de monde sur cette chaîne, donc merci. Abonnez-vous, likez et commentez tout au long de cette vidéo, on a beaucoup de choses à dire. Et pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne, nous parlons de limites planétaires, de limites humaines et de limites des ressources. Et comment est-ce qu'on fait pour manager? Donc on n'est pas là pour vous dire ce que vous devez faire dans votre vie avec les informations qu'on donne sur cette chaîne. On n'est pas paternaliste, hein, genre c'est comme ça et point barre, écologie punitive, non. On est là pour essayer de vous apporter le plus de savoir possible, de mieux comprendre le monde dans lequel on est et pour prendre vos dispositions, que ce soit personnel, en entreprise, dans votre boulot, dans votre vie de tous les jours, interpersonnel et politique, bien entendu. Donc accrochez vos ceintures parce que on va pas y aller avec le dos de la cuillère. Merci à vous d'être là et c'est vous qui produisez cette émission. N'hésitez pas à nous aider sur Tipeee si vous en avez l'occasion. Merci à l'Académie du Climat de nous recevoir. Christophe Cassou, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît? Alors, je suis climatologue. Je suis directeur de recherche au CNRS depuis une vingtaine d'années. Je travaille sur ce qu'on appelle des fluctuations climatiques, la variabilité climatique, d'une année sur l'autre, d'une saison à l'autre, et puis sur le changement climatique, c'est-à-dire ces possibles climatiques, ces possibles futurs climatiques que l'on vivra dans les prochaines décennies, suivant l'évolution de nos modes de vie et donc de nos émissions de gaz à effet de serre. Et toi, quand tu t'es spécialisé, tu as étudié quel champ et ta thèse était basée sur quoi? Alors ma thèse, elle était basée sur le rôle de l'océan Atlantique en particulier, sur les fluctuations du climat sur l'Europe. C'est ce qu'on appelle la prévision saisonnière ou la variabilité saisonnière, c'est-à-dire qu'on essayait de voir s'il y avait des précurseurs, c'est-à-dire des zones où regarder sur la planète, qui pourraient nous aider, qui pourraient contribuer à des fluctuations climatiques sur l'Europe. Et donc l'océan Atlantique est une zone importante, intéressante, pour mieux comprendre ces fluctuations climatiques et pour pouvoir les prévoir. Alors moi, je m'intéressais aux échelles de temps qu'on appelle courtes en climat. C'est les échelles de temps mensuelles à saisonnières, donc 1 mois jusqu'à 6 mois maximum. Et puis ensuite, je me suis intéressé au changement climatique, donc aux échelles de temps plus longues, et aussi, dans ce cadre-là, à l'évolution des extrêmes, et en particulier des extrêmes de chaleur. Il y a, pour moi, peut-être une date particulière, qui est la date de 2003. Jeune étudiant, j'ai juste fini ma thèse, et on a essayé donc la canicule de 2003 avait été mal prévue, mal anticipée. Et on a essayé de comprendre pourquoi on avait raté, on va dire, cette canicule-là. Donc, du coup, je me suis intéressé sur les processus des canicules et sur comment ces processus évoluent dans un climat qui change et qui se réchauffe. Les chercheurs, vous avez le meilleur niveau de preuve. Les scientifiques, vous avez le meilleur niveau de mesure, j'ai envie de dire, comparé à moi.
moi, j'aurais beau me balader, j'aurais beau faire mes études au doigt mouillé, me dire il fait tel temps, je vois ça de mes propres yeux, mon entourage me parle de ça, ça vaut que dalle, ça vaut peanuts dans une méthode scientifique où vous êtes des milliers de scientifiques à étudier des questions, à faire vérifier par vos pairs, etc. et à émettre beaucoup de doutes. Vous doutez beaucoup. Mais vous avez néanmoins la meilleure mesure de la réalité. Et moi, je voudrais savoir, Christophe, qu'est-ce qu'on a manqué et si tu devais me donner un petit résumé de l'état des lieux aujourd'hui, fin 2024, nous sommes en janvier 2025, où est-ce qu'on en est et qu'est-ce qui est important aujourd'hui à surveiller en quelque sorte? Alors, où est-ce qu'on en est? On est sur la trajectoire. On est sur la trajectoire du réchauffement anticipé il y a près une vingtaine d'années. Alors, 2024 est une année particulière. 2024 sera un marqueur dans l'histoire du réchauffement climatique. Dans la frise chronologique du réchauffement climatique, il y aura il y aura une petite barre qui sera 2024. Pourquoi? Parce que 2024 est la première année où la température globale de la planète a franchi le seuil de 1,5 degré. Alors ce seuil de 1,5 degré, pourquoi on en parle? Parce qu'il est inscrit dans l'accord de Paris qui vise à limiter le réchauffement climatique bien en dessous de 2 degrés et préférentiellement autour de 1,5 degré. Donc l'accord de Paris qui définit la cible dans un climat stabilisé à un niveau donné. Mais 2024, a franchi ce premier seuil vers cette cible-là. Voilà, on y est. Hein, on est dans cette fenêtre de l'accord de Paris, fixée par l'accord de Paris. 2024 aussi une année particulière. 2023-2024 une année particulière pour répondre à la deuxième partie de ta question qui est sur qu'est-ce qu'on aurait manqué ou qu'est-ce qui nous interpelle ou qu'est-ce qui nous surprend ou en tout cas un point de vigilance. Je préfère utiliser cette expression-là. Ce point de vigilance porte sur les puits de carbone. Les puits de carbone, donc, c'est cette capacité, ce sont les écosystèmes terrestres, les écosystèmes marins, qui absorbent et stockent une partie du CO2, des émissions de CO2, océans, voilà, de végétaux, les océans, les forêts. Et on se rend compte que l'efficacité d'absorption de ces puits de carbone est en train de diminuer en 2023 et 2024. Et en particulier sur certaines zones, le continent européen étant une des zones, un hotspot en fait de cette diminution des puits de carbone. Peut-être quelques chiffres, hein, si on se focalise sur la France, les puits de carbone en France, il y a à peu près 10-15 ans, ils absorbaient à peu près 10% de nos émissions territoriales. Donc pour faire simple, des ordres de grandeur, 1 million de tonnes de CO2 émis de manière territoriale, émis sur le territoire français, et puis à peu près 40 millions de tonnes capturées par les écosystèmes. Aujourd'hui, on est à peu près entre 18 et 20 millions de tonnes. C'est-à-dire qu'on a diminué, que les puits de carbone, l'efficacité des puits de carbone a diminué de moitié en une dizaine, une quinzaine d'années. Alors que l'on tablait sur des puits de carbone qui continuaient à jouer ce rôle de tampon, hein, d'atténuateur pour le réchauffement climatique. Cette baisse d'ailleurs est telle que la France ne respecte pas ses engagements en termes de diminution des émissions de gaz à effet de serre, puisque le poste puits de carbone est inscrit dans cette comptabilité-là. Donc le fait que le carbone diminue, ça veut dire qu'il faut faire plus d'efforts sur les émissions, puisque c'est puits de carbone diminué. Donc il y a une forte diminution, c'est à l'échelle de toute l'Europe en particulier, et dans la point de vigilance. Point de vigilance parce que on l'avait anticipé. Ah, vous l'avez anticipé? On a anticipé une baisse d'efficacité des puits de carbone. Ah, quand même, ouais. Quand même. Mais on pensait qu'elle arriverait peut-être un peu plus tard, avec à des niveaux de réchauffement un peu plus élevés. Donc là, il y a vraiment un objet de recherche. C'est vraiment, excuse-moi, c'est vraiment un objet de recherche, garde ça, mais vous, les chercheurs, j'ai l'impression que vous êtes toujours très prudents au début et que finalement, la situation est pire que ce que vous avez annoncé. Ben, disons, quand commence à avoir un petit peu bouteille, quand même, maintenant, dans le domaine, quand je regarde un petit peu dans le rétroviseur et que j'analyse, on va dire,
toutes les précautions qu'on avait prises dans les 20 dernières années en disant oui, c'est des processus amplificateurs, mais c'est pas trop. En fait, il n'y a jamais eu de processus nouveaux qui ont émergé et qui pourraient ralentir le réchauffement climatique en tant que tel. Donc on est toujours en fait très conservateur en tant que scientifique. On traite le GIEC souvent de alarmiste, en fait, vu la manière dont je suis alarmiste, je ne cache pas du tout. La manière dont est structurée en fait l'évaluation qui est au cœur du processus GIEC. Une prudence. Voilà, il y avait de la prudence. Oui, et puis même quand on lit le rapport du GIEC, il y a des niveaux de confiance. Exactement. Et combien de niveaux de confiance vous avez mis 4 ou 5, 5 ou 6? Non, enfin il y a 4 grands niveaux de confiance. Voilà. C'est, on va dire élevé, moyen, bas, voilà. Et puis absence de niveau de confiance, qui veut dire que les preuves que l'on a analysées ne sont pas suffisamment robustes pour déterminer un niveau de confiance. C'est important ce qu'il dit. C'est-à-dire que vous mettez des niveaux de confiance et c'est génial, mais sur des phénomènes qui pourraient être en cours ou ne pas être en cours, et ont commencé n'ayant pas commencé, plein de critères, en disant, voilà, on pense que tel effet a tel impact sur tel truc qui pourrait entraîner ça, niveau de confiance faible. Mais c'est dire à quel point, enfin, c'est dire à quel point, oui, vous mettez des gants, littéralement, en fait. Ben, on est surtout dans l'honnêteté. On est dans l'honnêteté de l'état de la science. C'est-à-dire que quand les preuves ne sont pas assez robustes, quand il n'y a pas assez, par exemple, d'observations qui nous permettent donc de généraliser un processus, on a un nombre d'observations dans un lieu, mais on peut pas utiliser en fait cette observation-là ou ce processus-là pour comprendre l'ensemble, son effet sur l'ensemble de la planète. Mais voilà, on le dit, on l'écrit, et ça permet en fait aussi de déterminer les priorités ensuite de recherche sur certains processus, certaines observations, certaines modélisations dont on aurait besoin pour élever le niveau de confiance. Mais j'ai quand même rajouté quelque chose, c'est que c'est pas parce que le niveau de confiance est bas qu'il ne doit pas être considéré. Dans le dernier rapport du GIEC, on a créé une section que l'on appelle dans lequel on peut fourre-tout. Fourre-tout pour ce qu'on appelle les éventualités de faible probabilité à très fort impact. C'est un jargon GIEC. Hein. Oui, peu de chances que ça se produise, mais si ça se produit, ça fait mal. Si ça se produit, voilà, les conséquences sont importantes. Alors même dans le peu de chances que ça se produise, on peut même dire la probabilité est inconnue. Allez, on sait qu'elle fait. Est-ce que c'est important? Est-ce que c'est 2%? Elle est inconnue. Elle est difficilement évaluable. Mais par contre, les impacts sont importants. Et ça, en matière de gestion de risque, c'est essentiel de les considérer. Bien sûr. Je donne 2 exemples. Le premier, porte sur le niveau de la mer. Le scénario médian, on va dire, ou le scénario tendanciel, dans notre jargon, c'est celui vers lequel on va si on considère les politiques publiques qui sont sur la place aujourd'hui, comptables d'émissions de gaz à effet de serre. Donc c'est un réchauffement de l'ordre de 3 degrés monte en 2100, de l'ordre de 4 degrés sur la France, et qui conduit à une hausse des niveaux de la mer de 60-70 cm rectifiable. Donc ça, c'est le scénario, on va dire, véridique. Mais sur ce scénario-là, il y a des éventualités à fort impact qui peuvent arriver. En matière de hausse au niveau de la mer, l'effondrement des calottes polaires. Des calottes, des tonnes de glace qui sont stockées sur l'Atlantique et sur l'environnement, qui peuvent se déverser rapidement. Alors rapidement, c'est pas en 3 jours, hein, et rapidement à l'échelle climatique, c'est quelques décennies, quelques siècles. Et qui peuvent conduire à donc une hausse de niveau de la mer qui pourrait être beaucoup plus importante à la fin du siècle. On parle de 1 mètre 2, 1 mètre 3, 1 mètre 5. Oui, là, comme sur le coup, les gens vont peut-être se dire, oui, ça va, on construit des digues, mais qui se décuplent en cas de tempête, si je comprends bien. Voilà, en fait, c'est le niveau moyen de l'océan. Donc ça peut passer à 3 mètres, comme ça peut passer en dessous. Sur lequel va se superposer ce qu'on appelle des surcotes, c'est-à-dire cette hausse temporaire du niveau de la mer lors des tempêtes ou des cyclones. Peut-être un exemple sur ça, parce que c'est intéressant, pour essayer de vraiment bien montrer sur ce que signifient ces centimètres de hausse de niveau de la mer ou ce mètre de hausse de niveau de la mer. Si je prends la tempête Xynthia, c'est février 2010, qui a touché la France, la tempête la plus importante dans l'histoire récente de la France, avec une surcote
importante et qui a généré donc des morts. Une surcote, c'est l'eau qui est poussée par le vent et qui est C'est l'eau qui est poussée par le vent, donc c'est en fait le vent souffle de l'océan vers la côte. C'est ça. Voilà. Vous êtes dans votre bain, vous soufflez sur l'eau, vous voyez que ça fait des vagues, ça fait monter le niveau. Enfin voilà, faut souffler fort, mais ça marche. Alors, il faut souffler fort, mais ça marche. Alors, en tout cas, quand on parle de tempête, c'est sur des milliers de kilomètres. Totalement, oui. Et les vents sont très puissants. Donc ça, c'est le premier effet. Et le deuxième effet, c'est un effet qui est pas forcément palpable. C'est l'effet de la pression atmosphérique sur l'océan. Quand la pression atmosphérique baisse, la pression de l'air sur l'océan diminue, le niveau de la mer monte. Ah oui. 1 millibar, 1 centimètre. Donc quand on a une dépression qui est creux, qui a j'essaie de vulgariser. Non, t'inquiète, dis les termes. une dépression qui est à 950 millibars, la moyenne c'est 1013. Donc en dessous de 1013 on a une dépression, au-dessus on a un anticyclone. Une dépression à 950 millibars, rien que par l'effet pression, donc ça l'effet baromètre inverse, on a une élévation qui est à peu près de 60 cm. Ah, ok, c'est énorme. Un cyclone, ou cyclone tropical, la pression peut tomber à 920 millibars. On a une élévation rien que par la pression de 1 mètre. Élévation humaine de 1 mètre. Alors, tu rajoutes à ça, effectivement, les calottes glaciaires qui peuvent fondre, la dilatation de l'océan due à la chaleur, parce que la chaleur augmente, donc ça se dilate. Vous pouvez faire le test aussi chez vous, hein, de l'eau dans une bouilloire, vous mettez un petit truc, vous fermez bien, vous chauffez l'eau, vous ouvrez, vous regardez, c'est léger, mais à l'échelle de la planète, c'est immense. En quelque sorte, c'est dilatation de l'eau. Et donc, tout ça, en cas de tempête, fait que ton eau se retrouve beaucoup plus loin et tu as un événement extrême, en fait. Donc, il y a des inondations côtières qui sont de plus en plus importantes. On le voit déjà aujourd'hui. Il y a aujourd'hui un cyclone d'une intensité donnée. Si on prenait une même cyclone qu'on replaçait il y a 50 ou 60 ans, le cyclone d'aujourd'hui, avec la même intensité de vent, a des conséquences que les paramètres laissent plus important. Parce que le niveau de la mer moyen est plus élevé, et puis parce que dans les cyclones ou dans les tempêtes, aujourd'hui, il pleut davantage aussi. Parce que l'atmosphère est plus gorgée d'eau. Elle contient plus d'eau et qu'elle est plus chaude. Ça, c'est des lois physiques bien sûr. Donc il y a cette éventualité-là qu'il faut tenir compte, dont il faut tenir compte, et en particulier pour des infrastructures critiques et pour s'adapter au changement climatique. Par exemple, des infrastructures, dans le cadre d'infrastructures critiques, on a la production d'énergie. Aujourd'hui, si on commence un nouveau cycle de construction de centrales nucléaires, ces centrales nucléaires seront préférentiellement le mode des côtes. Donc évidemment, il faut choisir ces scénarios de probabilité inconnue, mais à fond impact, pour designer la sécurité de ces centrales nucléaires qui vont être là pour 80, 100 ans. Donc ça dépend des infrastructures critiques, mais pour certaines infrastructures critiques, et en particulier donc l'énergie, on peut parler aussi de la sécurité alimentaire ou le rendement agricole, il faut considérer ces événements de faible probabilité, mais à haut risque, qui peuvent déstabiliser en fait le fonctionnement sociétal. Et pour revenir à la notion des puits de carbone, c'est vrai que je t'ai pas demandé pourquoi est-ce que les puits de carbone, tout d'un coup, j'avais vu des articles effectivement qui disaient qu'il y avait une baisse de capacité d'absorption du carbone. Alors, tu m'arrêtes si je me trompe, mais est-ce qu'il n'y a pas une histoire aussi que lorsque nous émettons, comme nous émettons beaucoup, les puits de carbone sont en sur-régime, donc ils absorbent plus que prévu. C'est-à-dire qu'à situation normale, genre les puits de carbone ne sont pas malades, si on réduit nos émissions de gaz à effet de serre, en fait, la capacité d'absorption se réduit aussi parce que c'est déjà une forme de sur-régime et que je pose le truc là. Et parce que je ne sais pas du tout si ma vision est correcte, parce que j'avais cru lire ça quelque part et je ne sais pas si j'avais bien compris. Mais ça veut dire que même si on décide de réduire drastiquement, en fait, les capacités de réduction, d'absorption vont se réduire en même temps. Mais c'est pas la problématique qu'on vit là, c'est complètement différent. Mais est-ce que l'idée de base est correcte déjà? Alors, il faut bien voir que aujourd'hui l'océan, les écosystèmes terrestres et les écosystèmes marins réagissent à un déséquilibre global. Les écosystèmes terrestres aujourd'hui absorbent du carbone parce que
il y a un surplus de carbone dans l'atmosphère. En fait, ils sont boostés. Ils sont dopés par ce carbone-là. On appelle ça la fertilisation. Ouais. Donc ça, c'est un effet plutôt moteur. Mais il y a des facteurs qui sont limitants pour cette absorption. Et dans l'efficacité de cette fertilisation, on va dire. Les chaleurs extrêmes, qui jouent sur les cellules des feuilles ou les cellules des épis, pour les résineux, qui font qu'à partir d'une certaine valeur, il y a une fermeture des stomacs ou une mort de certaines cellules qui font qu'ensuite, même si après la vague de chaleur, la capacité de croissance de l'arbre, du végétal, de la feuille, aura diminué à cause de ces chaleurs extrêmes, sera arrêtée. Oui, en fait, elle ralentit son système pour survivre, en quelque sorte. Voilà, le ralentissement système pour survivre. Ok. Oui. Pour le simplifier comme ça. J'essaie de vulgariser pour que tout le monde comprenne. il fait chaud, vous faites pas les malins, vous commencez pas à faire du sport quand il fait trop chaud, les amis. Sinon, c'est compliqué. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On se met à l'ombre, on se met à l'abri, on ferme les stomates, quoi. On fait pas les malins. Et à partir d'un certain seuil, même sans faire les malins, ça devient quand même très important. Exactement. Et il va y avoir une mortalité. Et c'est ce qu'on a sur certaines espèces. On a une mortalité de certaines espèces à cause de cet effet de seuil de température, de chaleur extrême qui est terre. Et qui fait qu'il n'est plus compatible avec la physiologie de l'espèce. Et donc ça réduit la capacité d'absorption du carbone à ce moment-là. Donc évidemment, si l'espèce réduit, si l'arbre ne croît plus, ou si le végétal ne croît plus, sa capacité de stockage de carbone diminue. Ok. D'absorption de carbone du carbone. Deuxième facteur limitant, l'eau. Donc cycle de l'eau altéré. Cycle de l'eau altéré, sécheresse plus grande, même dans un régime de précipitation qui ne change pas. On pourra peut-être revenir là-dessus si tu le souhaites, parce que en fait, il y a l'évaporation qui est aujourd'hui plus grande, vu que l'atmosphère est plus chaude, il y a une évaporation qui est accrue. Et donc, même si les précipitations ne changent pas, en fait, la ressource en eau finale pour nous, société humaine, et pour le végétal, diminue. Puisque les pertes grandissent et les gains restent relativement constants. Donc aujourd'hui, on a des sécheresses qui sont pluriannuelles et donc l'eau est un facteur de croissance des végétaux. On l'a bien vu pendant toute l'année 2022 où nos arbres, nos arbustes ont énormément souffert de ce manque d'eau. Et le troisième facteur, qui est un peu la combinaison ou la conséquence des deux premiers, ce sont les parasites. Donc la vulnérabilité de l'écosystème qui grandit, et donc la vulnérabilité en particulier des forêts à certains parasites. Alors en Europe, l'est de la France, l'Europe centrale, c'est surtout les scolites qui attaquent donc les résineux et qui font que en fait l'arbre meurt et donc on n'a plus cette capacité de stockage de carbone. Donc là il y a un point de vigilance. Il y a un point de vigilance dans le sens où il faut continuer à monitorer ces puits de carbone. T'appelles ça un point de vigilance? Moi je dis ça pue la merde, mais bon vas-y continue. Pour voir en fait si on n'était pas arrivé à un optimum, on va dire, de fertilisation, d'absorption de puits de carbone. Et puis que maintenant on a les effets limitants qui deviennent de plus en plus. Mais donc c'est encore pire, c'est-à-dire qu'à partir du moment où le CO2 s'accumule davantage parce que les puits de carbone naturels ne fonctionnent pas suffisamment, ça réchauffe encore plus de sécheresse, plus d'événements climatiques extrêmes, un bon dôme de chaleur qui reste très très longtemps. D'ailleurs, c'est toi qui as créé le terme bon dôme de chaleur. Ah non, dôme de chaleur, non, c'est un journaliste américain. Ouais. De juin 2021. Petite virgule, petite virgule, rien à voir. Et qui reste très longtemps, et donc sécheresse et canicule, et donc du coup ça se ferme encore plus, ça absorbe moins, et ça rebelote, et ça se réchauffe davantage. On est dans ce qu'on appelle une boucle de rétroaction positive, un cercle vicieux qui, ça peut-être une expression un peu. Ah non, c'est pas ça. J'ai pas soufflé parce que c'était barbant. J'ai soufflé en me disant que c'est un cercle vicieux effroyable en fait. C'est dingue. Enfin et donc qui ferait que le réchauffement climatique ou le rythme du réchauffement deviendrait plus grand pour une même niveau d'émission, on va dire. C'est ça. Voilà. Exactement. Donc ça veut dire en creux qu'il faut être encore plus ambitieux sur la réduction de nos émissions.
Ah ouais, bah, vu au rythme auquel nous sommes partis, c'est génial. Christophe, t'as travaillé sur quoi récemment? T'as vu quelles études passer auxquelles t'as aidé à collaborer? Et qu'est-ce que t'as appris récemment qui t'a intéressé ou à la fois interloqué? Ça en fait partie, forcément, l'absorption des puits de carbone. Est-ce qu'il y a eu d'autres études là comme ça récemment qui t'ont pris un peu aux tripes? Alors, je travaille avec deux jeunes chercheurs sur l'année 2023, qui a un petit peu interpellé quand même les climatologues dans le sens où le réchauffement était attendu parce qu'un événement El Niño était en train de se développer. On vous renvoie vers la vidéo El Niño. Mais ce réchauffement a été beaucoup plus précoce et dure aussi assez longtemps. Et en particulier dans l'Atlantique Nord, où on a enregistré des températures extrêmes, des vagues de chaleur marine, sur tout l'ouest de l'Europe, sur les côtes africaines et puis au niveau des Caraïbes également. Donc ce croissant là qui va on va dire de la Grande-Bretagne jusqu'aux Caraïbes en longeant les côtes africaines. Et on a essayé de regarder, de mieux comprendre l'origine de ce réchauffement régional qui contribue au réchauffement global. Parce que ça correspond à une très grande surface et l'amplitude des anomalies de chaleur de ces zones-là est très importante. Pour expliquer rapidement, est-ce que tu m'arrêtes si je me trompe? De nouveau, c'est à l'instant. C'est la chaleur qui arrive beaucoup au niveau des tropiques, est absorbée à cet endroit-là, parce que c'est là où le soleil tape forcément plus que si tu te positionnes dans Laponie ou au Groenland chez le Père Noël. Et donc là-bas, cette chaleur se redissipe à travers les courants marins et donc qui amène cette chaleur plus haut. Est-ce que voilà, sur des échelles de temps longues, ouais, c'est ça, c'est la circulation thermohaline, c'est l'excès de chaleur des tropiques, de la zone tropicale, et dû au rayonnement solaire qui est toute l'année, qui est fort toute l'année. Et ça envoie cette chaleur un peu partout. Ouais. Voilà, qui est redistribuée ensuite vers les latitudes polaires, où la moitié de l'année est noire. Donc, s'il n'y avait pas cette redistribution qui se fait par les courants océaniques, mais aussi par l'atmosphère, ah ouais. Il y a les deux. Les tempêtes, c'est des petits moteurs de redistribution de chaleur en fait. Donc s'il n'y avait pas ça, la température sur les tropiques, l'équateur tropique se réchaufferait à l'infini. Parce qu'il y a un excédent d'énergie, une surplus d'énergie, et celle du pôle se refroidirait à l'infini. S'il n'y avait pas cette redistribution-là. Donc comprendre cette redistribution est important, et comprendre comment cette redistribution est changée dans un climat qui est plus chaud est aussi essentiel. Ça joue ensuite sur les tempêtes, ça joue sur beaucoup de choses. Donc voilà, on a essayé de se focaliser et je pense qu'on est arrivé, alors ça c'est un peu l'excitation du chercheur, on est arrivé à comprendre les processus associés à cet événement-là. Donc évidemment, le premier, c'est la conséquence du réchauffement climatique. Dans l'anomalie de température, dans l'excès de chaleur dans ces zones-là, le premier facteur, c'est dû à l'effet anthropique. Et ensuite, il y a eu un petit peu la faute à pas de chance, on va dire. Parce que le système climatique est chaotique. Qu'est-ce que tu entends par chaotique? Parce que ça a une connotation un peu négative. Alors chaotique dans le sens où tout seul, sans aucune intervention extérieure, il est capable de développer, de produire des fluctuations, des variabilités. On prend l'image de l'effet papillon. C'est ça. Le battement d'aile d'un papillon qui fait une tempête au Japon, qui fait une tempête ici. Oui, il y a tellement de paramètres qu'il peut se passer un moment, pas une inconnue, mais un truc. Tu peux pas dire en claquant des doigts, ouais, je dis que dans 2 ans et demi, à telle heure, il va y avoir un cyclone quelque part. C'est pas possible. Voilà, même pas dans 2 ans et demi, dans 3 semaines. Ok, voilà. Et c'est la nature physique du système climatique. C'est comme ça. C'est de par les propriétés physiques de l'atmosphère, il est chaotique. Donc tout ça qui développe ses propres fluctuations. On l'expérimente tous les jours, c'est la météo. C'est vrai. Des échelles de temps courtes, donc d'un jour à l'autre, les fluctuations de la météo, de l'atmosphère, sont le résultat de cette expression quantique du système climatique. Et ce chaos, il s'exprime à l'échelle météorologique, il s'exprime à l'échelle climatique aussi, c'est-à-dire sur quelques années, sur quelques décennies. Et c'est ce qui explique par exemple que un hiver d'une année donnée est plus froid ou plus chaud que l'hiver précédent. Situation naturelle du climat, situation spontanée du climat. Tout ça qui se superpose à un réchauffement climatique d'origine anthropique.
Donc on a ce réchauffement climatique d'origine anthropique, et puis on n'a eu pas de chance, on va dire, c'est que les fluctuations spontanées du climat, le chaos atmosphérique, climatique, a conduit cette année à une diminution des vents sur l'Atlantique, qui fait que quand on a moins de vent, Tu parles des alizés? des Élysées, Ok. il y a moins d'évaporation, Ouais. Oui, ok. et donc l'océan se réchauffe. Parce que l'évaporation, c'est une manière pour l'océan de perdre sa chaleur. Faites une expérience, vous mouillez un peu votre main, ici, vous soufflez, C'est froid. c'est froid. L'autre main, vous n'avez pas... pas la même vous sensation. sèche, c'est terrible. Bah, là, c'est la même chose. Ah oui, donc le vent le vent aide à l'évaporation, c'est ça que tu veux dire? Ah bah, le vent est évaporable. Mais Le oui. vent est un facteur qui contrôle l'évaporation. Mais, ah bah oui, c'est logique, puisque l'eau absorbe notre chaleur pour s'évaporer. Et donc si tu souffles, enfin, ok, mais tu vas de m'apprendre un truc. Et donc c'est le même phénomène avec l'océan. Voilà, donc quand il y a des baisses des vents Mhm. au niveau de l'océan, en fait, l'océan gagne de la chaleur, on va dire. Ou plutôt, on va dire sans erreur, il perd pas de la chaleur. Voilà. Son système de régulation, la sueur, son système de régulation, pour l'être humain, son système de régulation est moins efficace. Ouais. Donc en 2023, il y a eu une baisse très forte des vents sur l'Atlantique Nord, qui fait que ça s'est réchauffé. Ça s'est réchauffé, et ça se réchauffait beaucoup plus que ça n'aurait dû se réchauffer que par la seule influence humaine. C'est ce que j'appelle le pas de chance. Ah, ok. Et donc, ça explique pourquoi cette année 2023, le réchauffement était plus important que ce qui était anticipé, parce que là, il y a eu ces effets de variabilité. Alors, dans notre jargon, on appelle ça la variabilité interne. Mhm. Ces effets de variabilité interne étaient tels qu'on a eu un surplus de réchauffement à ce moment-là. Et donc ça, pour un chercheur, de comprendre ce processus-là, c'est assez excitant. C'est le Graal, quoi. C'est à un moment, on a compris quelque chose, mais c'est incroyable. Et juste une petite question, pourquoi les vents n'ont pas suffisamment soufflé? De nouveau, c'est le système chaotique. Et ça demandera encore d'autres recherches encore plus approfondies. Oui et non, parce que en fait, ce chaos climatique, on ne cherche pas à prévoir la temporalité de son expression, puisque de toute façon, dans la nature, c'est ça. Mais quoi qu'il arrive, il se déroule malgré tout dans un contexte de réchauffement climatique. Et donc, quand ça se produit, Exactement. cette faute n'a pas de chance, ça amplifie un phénomène déjà qui est relou en quelque sorte. Exactement. Et c'est cette variabilité climatique interne, on va dire, qui fait que parfois, sur ce climat qui se réchauffe, on peut atteindre des seuils de réchauffement ou des seuils de chaleur extrême ou de sécheresse extrême de manière temporaire, comme cette variabilité interne. On peut les atteindre plus tôt. Et donc les impacts doivent être plus forts. Donc il est très important aussi de tenir compte de cette variabilité interne on en revient à ce que je disais un petit peu au début, la gestion du risque. C'est ça, la gestion du risque. La gestion du risque. Parce que le climat que l'on vit dans notre quotidien, c'est l'influence humaine, plus la variabilité interne. C'est pas que l'influence humaine. C'est ça. Oui, exactement. Mais en fait, c'est incroyable parce que l'influence humaine rajoute une couche. C'est comme si on est sur un ordinateur et on change on met à jour notre Windows et on passe à Windows 10, Windows 11, Windows 12, j'en sais rien. On met à jour notre iOS. En gros, vous êtes toujours dans un écosystème, sauf que vous êtes dans une forme de nouveau climat, quoi, en quelque sorte. On met le climat à jour. Oui, et c'est pour ça qui a toujours eu sa variabilité interne, mais ces variabilités internes se sont retrouvées dans quelque chose qui fonctionnait par rapport à nos sociétés humaines et qu'un climat qui se réchauffe amplifie toutes ces variabilités internes, les trucs naturels. Oh, tiens, on n'a pas vu le truc venir parce que on sait pas le mesurer, parce que c'est comme ça, c'est comme tu l'as dit, c'est chaotique. Mais quand ça se produit, c'est dans le nouveau climat. Voilà, exactement. On peut prendre l'exemple de l'été 2022. L'été 2022, c'est chaud. C'est le deuxième été le plus chaud sur la France, après 2003. Si on prend la seule influence humaine, la seule influence humaine ne permet pas d'expliquer totalement l'été 2022. C'est l'influence humaine, plus la variabilité interne qui a conduit à une circulation atmosphérique particulière qui a généré de la chaleur sur l'Europe. Oui, c'est ça. Mais est-ce que moi, je suis encore en position, alors, du coup, de parler de changement climatique à ce moment-là? Oui, bien sûr. Parce qu'en fait, on peut l'aborder, du coup, de manière statistique. En 2022, on fait le flashback. On revient au 1er juin 2022. On m'interroge. Et tu me demandes quelle est la probabilité de vivre un été à un tel niveau de réchauffement qui correspondrait à l'été 2022 qu'on a vécu. Ah oui, Christophe, réponds-moi à cette question. Et moi, je te dis une chance sur 10. Ah, ok.
Voilà. Il y a une chance sur 10 que l'été, la température qu'on a eue en 2022 advienne en 2022. Ok. Dans un climat qui se réchauffe. Maintenant, je me place dans le futur. Plutôt, je vais commencer par le passé. 2022, on va dire 2024. C'est encore. 2024. Quelle est la probabilité de vivre en 2024 un été aussi chaud que 2024? Il y aura une chance sur 9. Parce que c'est la chance. Une chance sur 9. Une chance sur 9. 2024, année des Jeux Olympiques. Okay. Le mai en 2014, 10 ans avant. 10 ans avant, François Hollande dépose la candidature pour... Le changement, c'est maintenant. Oui, c'est son slogan. Vas-y. Dépose la candidature pas pour les Jeux Olympiques, pour accueillir les Jeux Olympiques à Paris en 2024. Quand il était président. 10 ans avant. La probabilité, le risque de vivre l'été 2022, 2024, notre été de référence, c'était une chance sur 30. Donc on a passé d'une chance sur 30 à une chance sur 9-10. Ouais. 1924, la première fois où il y a eu les Jeux Olympiques à Paris. Il y a 100 ans. La probabilité de vivre un été comme 2022 en 1924, 0. Impossible. Impossible. Ah, tu utilises vraiment le terme impossible. Là. J'utilise impossible. Malgré la variabilité naturelle, malgré impossible. Impossible. Et donc, ça c'est dans le passé. Donc vous voyez là, ce que veut dire c'est fractions, c'est dixièmes de degrés de réchauffement supplémentaire. Sur des événements extrêmes comme l'été 2022, on passe de virtuellement impossible, voilà le scientifique qui revient en laisse sa casquette, donc ça veut dire moins de 99,1% de chance, à une chance sur 30 en 2014, une chance sur 9-10 en 2024, 2034, chance sur 4, quoi 2044, chance sur 2. Donc ça veut dire que l'été 2022, qui était un été avec un temps de retour une fois tous les 10 ans, il y a une chance sur 10, c'est un temps de retour une fois tous les 10 ans, devient un été normal de, on va dire, dans 5 ans, autour de 2050. Donc, c'est là où on combine la variabilité interne qui a donné naissance, qui a généré cet été, et comment cette variabilité interne, on la replace dans un climat qui se réchauffe. En fait, ce qui était dû à l'interne en 2022, ça devient du normal en 2050. Mais ça veut dire qu'en 2050, il y aura aussi de l'interne. Donc il y aura aussi des étés chauds. Donc ça seront des étés beaucoup plus chauds que 2022. Et si on va un petit peu plus loin encore, 2070, 2080, l'été 2022, selon la trajectoire tendancielle climatique, considérant les politiques publiques qui sont sur la table aujourd'hui, pas l'été 2022, c'est l'été froid. Donc ça veut dire en creux que les températures de 50 degrés sont remontées sur la France de manière temporaire, bien évidemment, mais elles sont atteintes. Ça veut dire tout ça, quoi. Donc quand on parle de trajectoires climatiques aujourd'hui de 3 degrés, moi, ce que je fais dans mon logiciel, je traduis en éléments extraits. 3 degrés, ça veut dire que l'été 2022, c'est l'été froid. Ça veut dire que mon été extrême de ce climat à 3 degrés, ça va être avec des anomalies de 7-8 degrés. C'est un truc de fou parce que toi, tu parles de la France, mais moi j'ai vu les chiffres des 45 degrés en Inde. J'ai vu les chiffres des 42 degrés passés de loin au Brésil, en Argentine. Et ça me fait flipper là ce que tu me racontes. Parce que on a senti une canicule, on l'a senti passer, des records ont été battus aux États-Unis, en Italie aussi, il y a eu des 42, 40, enfin voilà. 45, 46, jusqu'à 49. Jusqu'à 49. Mais si ce que tu annonces par rapport à par rapport à ça, que 2022 est froid comparé à 2050 et que là, et plus tard encore, on a une chance sur 2 à ce que ce soit plus chaud, mais merci, ça renvoie une claque, ça me réveille une nouvelle fois. Ouais, on peut le dire autrement aussi, c'est la dernière fois que Paris organise des Jeux Olympiques en été, de ce soir. C'est la dernière fois qu'il y aura des Jeux Olympiques d'hiver de toute l'histoire. Voilà. On sera obligé de le faire. Il y a d'autres Jeux Olympiques, on ne sait pas comment ça sera dans 50 ans. Oui, ce sera invivable. Mais ça sera pas. Il y aura une chance sur 2 que ça floppe. Une chance sur 2, il faut annuler la compétition, quoi. Pas à mois de juillet, quoi. Ça sera des Jeux Olympiques de printemps, ce sera des Jeux Olympiques d'automne. C'est ça. Mais c'est juste pour dire qu'en fait, on peut pas regarder dans le rétroviseur. Ouais. Regarder dans le rétroviseur, c'est un gage d'impréparation.
Ouais. Il faut considérer aujourd'hui que les événements du passé, qui étaient extrêmes du passé, vont devenir la norme. On parle beaucoup sur Paris de la crue centennale. La crue centennale de 1910. Qui est dû à quoi? Qui est dû à la variabilité interne. Fluctuation, spontanée. La faute à pas de chance. La faute à pas de chance. Oui, mais dans un nouveau contexte climatique, dans un nouveau contexte climatique, cette crue centennale, en fait, elle n'est pas des centennale. Elle a une probabilité, ou un temps de retour, comme on l'appelle, qui est beaucoup plus petit. Donc le temps de réparer les dégâts, les coûts, les dégâts, la réparation... ça peut se reproduire plus rapidement que prévu. Mais ça veut dire que la crue centennale d'aujourd'hui, elle est bien plus grande que la crue centennale d'avant. C'est ça qu'il faut toujours prendre en compte. C'est ça qu'il faut toujours considérer. L'événement centennal décennal d'aujourd'hui est toujours plus grand, plus fort que l'événement centennal décennal d'avant. Donc d'utiliser les normes, d'utiliser les repères historiques, de regarder dans le rétroviseur, en fait, ça ne nous prépare pas au climat futur. C'est intéressant de les considérer pour savoir comment on a réagi en termes de société, comment on a géré le risque, comment on a géré la crise pour améliorer cette gestion-là. Mais ça ne dit pas grand-chose, ça ne dit pas assez, j'exagère en disant ça ne dit pas grand-chose, ça ne dit pas assez sur le niveau de risque futur et sur le niveau d'adaptation futur pour diminuer les risques de ce climat qui change, dans ce climat qui change. Tu as la mesure, toi dans tes laboratoires et avec toute cette profusion d'études scientifiques, vous voyez à quel point c'est rapide et intense comparé aux échelles historiques. Oui, il y a toujours un chiffre qui m'interpelle, c'est le changement climatique qu'il y a eu sur une espace de 10 000 ans qui nous amène à ce niveau climatique qu'on a aujourd'hui. Je ne sais pas quel terme on utilise, optimum climatique, je ne sais plus la phase qu'on a depuis 10 000 ans maintenant. C'est une phase, on appelle ça une phase interglaciaire. La phase interglaciaire, exactement. Une phase chaude, temporaire. Voilà, mais souvent on me demande dans les écoles et on fait des remarques en disant ouais mais c'est bon, on voit que ça s'est réchauffé, on voit sur les graphes. Mais j'avais fait un calcul que ça s'était réchauffé plus ou moins de 0,1 degré tous les siècles pour arriver à ce climat qu'on a aujourd'hui. Et je me dis 0,1 degré tous les siècles, c'est cool. Et quand je compare à ce qu'on est en train de faire maintenant, 1 degré en 150 ans, je me dis mais attends, mais c'est immense. Enfin, c'est considérable, c'est énorme. Et c'est une rupture. Une rupture par rapport aux fluctuations climatiques passées. Vraiment, en fait, si on regarde dans l'histoire climatique de la Terre, parce qu'on est en train de vivre dans une frise chronologique classique, ce qu'on est en train de vivre, c'est une droite qui monte. C'est pas une fluctuation lente, c'est une droite. Parce que la rapidité, en fait, est extrêmement importante. Et justement, retournons dans les climats anciens. J'ai vu une étude qui m'a interpellé. C'est le rôle du CO2 dans les climats anciens. Je ne sais pas comment ça a été étudié. Moi, j'ai juste vu un graphe qui m'a... Voilà, j'ai fait un article qui est disponible sur le site de Limite. Limite.media, il va falloir aller chercher quand même. Et qui m'a interpellé parce que, effectivement, le CO2 a eu un rôle, mais j'arrive pas à comprendre s'il a eu un rôle... Alors, attention, je vais peut-être répondre dans la question. S'il a été l'élément déclencheur des augmentations de température ou si ce sont des augmentations de température qui ont un élément déclencheur sur l'augmentation de CO2. Moi, le CO2, la hausse de la concentration de CO2 dans l'atmosphère est une réponse à une augmentation de température. Et elle entretient cette augmentation de la température. Donc, activité solaire par les climats anciens. C'est la quantité d'énergie qui vient du soleil qui fluctue. Donc, quand il y a davantage d'énergie qui arrive sur Terre du fait des paramètres orbitaux de la Terre, donc paramètres orbitaux des caractéristiques de l'orbite terrestre par rapport au Soleil, donc l'excentricité de l'orbite, l'inclinaison de l'axe de rotation de la Terre, le fait que l'axe de rotation de la Terre a un mouvement de toupie sur lui-même, avec une fréquence caractéristique lors de 10-15 000 ans. La combinaison de ces facteurs-là fait que il y a plus ou moins d'énergie qui arrive sur Terre et elle se répartit plus ou moins différemment entre le pôle et l'équateur. On va faire simple. Et ça conduit, ces changements-là induisent donc un changement de la température globale de la planète qui ensuite booste les écosystèmes et donc accélère la machine carbone qui fait que la concentration de CO2 dans l'atmosphère commence à augmenter. Et en fait, c'est cette concentration de CO2 dans l'atmosphère qui est plus grande lors des périodes plus chaudes qui maintient la température globale de la planète à un niveau élevé.
même si ensuite la quantité d'énergie qui arrive du Soleil sur Terre recommence à diminuer pour les facteurs astronomiques. Donc c'est un feedback positif, une boucle de rétroaction positive qui fait que il fait plus chaud parce que j'ai plus d'énergie qui vient du Soleil. Il y a un processus qui se met en place et qui en fait maintient ou amplifie le réchauffement. Mais c'est des phénomènes lents. C'est un phénomène très lent. Aujourd'hui, on est dans l'inverse. On a activé cette boucle de rétroaction sans avoir... Ouais, c'est le cas de le dire, oui, très bien. On l'a activé sans avoir l'excédent d'énergie qui est arrivé du Soleil. Une bonne... quand le climato-sceptique me pose des questions, il n'y en a plus beaucoup, hein, les vrais climato-sceptiques, mais on va dire il y a des... Toi, tu ne les as pas, moi je les ai sur les réseaux. Mais très bien, continue. de m'expliquer pourquoi, quand on regarde la structure du réchauffement planétaire, dans l'espace, c'est-à-dire dans l'atmosphère, c'est-à-dire qu'on ne se limite pas à la surface de la Terre qui se réchauffe, mais quand on regarde toutes les couches de l'atmosphère, de la surface jusqu'à 50 km. Mais à partir de 15-20 km, la température de l'atmosphère diminue, alors qu'elle augmente en dessous. Si l'énergie venait du Soleil, je pense que ça commencerait à augmenter par l'eau. Oui, donc attends, il y a troposphère, on parle de la troposphère, la stratosphère. Stratosphère, mésosphère. Voilà. C'est-à-dire que les changements climatiques qui viennent d'origine naturelle, voilà. Si c'était le Soleil, en fait, conduisent à un réchauffement de l'atmosphère. De toute l'atmosphère, dans toutes les couches. Sur toutes ces couches, ouais. Aujourd'hui, on a un réchauffement des couches de surface. Et laisse-moi deviner, il n'y a pas de CO2 plus haut. Il n'y en a pas beaucoup, c'est des plus haut. Voilà. La densité, voilà, diminue. Donc voilà, donc on est vraiment dans une rupture qui est marquée et dont l'on attribue de manière sans équivoque au réchauffement climatique, parce que on connaît maintenant l'ensemble des processus qui conduisent à ce réchauffement climatique-là. Est-ce que tu peux me parler de l'ONA? Alors l'ONA, souvent on dit la NAO. On peut le faire en anglais, la NAO? Ouais, mais en français, en fait, on ne l'utilise pas trop. Ah, désolé. Alors, l'ONA, c'est l'oscillation nord-atlantique. Même en français, on dit NA, Nord-Atlantic Oscillation. Ok, c'est moi qui ai fait le malin. Alors, l'ONA. La NAO. La NAO, c'est une expression de la variabilité sonotone-léopard. C'est-à-dire que c'est une fluctuation d'origine interne, correspondant au carreau climatique, de la force des vents qui soufflent de l'Atlantique vers l'Europe. Les vents moyens sont des vents d'ouest, qui amènent donc la douceur océanique sur la France, sur la Belgique, qui fait que les hivers européens ne sont pas les hivers canadiens. Canadiens. C'est sûr. Ça, c'est cette fluctuation d'ouest qui est due à la rotation de la Terre. Merci. Et en fait, cette fluctuation d'ouest, elle fluctue dans le temps. Elle n'est pas stable. Il y a des années, elle est plus forte, et des années, elle est plus faible. Donc, quand elle est plus forte, on a généralement des conditions en hiver qui sont plus chaudes sur l'Europe. Et ces vents d'ouest sont plus forts parce que, en fait, la pression atmosphérique, on en a un petit peu parlé quand on a évoqué les surcotes lors des tempêtes, les pressions atmosphériques changent. Dans les bulletins météo, on entend souvent parler de l'anticyclone des Açores. Oui, en effet. Et de la dépression d'Islande aussi, ou d'Écosse. Des Anglais, les Écossais qui subissent ce rail des tempêtes. Là, de manière... Et la pluie. Voilà, ouais. Nord de Londres. Il y a des années où cet anticyclone des Açores devient grossi, se décale un petit peu vers l'Europe et devient plus intense. Et en même temps, il y a la dépression d'Islande qui se creuse, qui devient... Les pressions sont plus basses. Et c'est la différence de pression qui crée le vent. Donc ça veut dire que quand l'anticyclone des Açores devient plus fort et que la dépression d'Islande devient plus creuse, le vent entre les deux devient plus fort. Et on appelle ça l'oscillation nord-atlantique en phase positive. Et puis on a l'inverse, certaines années où l'anticyclone des Açores est tout mou, la dépression d'Islande un peu moins aussi, les vents sont moins forts.
On appelle ça la phase d'oscillation de l'Atlantique négative. Et ça, dans ces phases-là, généralement, ça laisse pénétrer un petit peu l'air qui vient de Sibérie vers le froid. C'est pendant ces configurations atmosphériques-là qu'on a des vagues de froid, ici sur l'Europe. Et donc tout ça, c'est l'expression du chaos atmosphérique. Et ça pilote une grande partie des fluctuations, de la variabilité, des variations d'une année sur l'autre, en hiver principalement. Et justement, c'est lié aussi au Rome Express? C'est quelque chose que tu as creusé, ça? Ouais, le Rome Express, alors ça c'est une expression que j'ai essayé de sortir, que j'ai proposée pour qualifier ce qu'on appelle des rivières atmosphériques. Une rivière atmosphérique. Ouais. Alors les rivières atmosphériques, ce sont on va dire l'image porte bien l'expression est comment dire. On connaît les rivières. Les rivières avec ses méandres, voilà, sont tout haut, bien définis. Et en fait, quand on regarde dans l'atmosphère, on a des filaments comme ça, des filaments d'humidité, et donc de pluie associée, qui partent des tropiques. Alors, dans l'Atlantique, c'est plutôt les Caraïbes, le Golfe du Mexique, la Floride, et qui vont directement vers l'Europe, qui devient leur légitoire. Donc en fait, on a la source, on va dire le lac, le réservoir d'humidité. Oui, je vois très bien. Dans les Caraïbes, dans les tropiques, qui est permanent. Et puis les configurations atmosphériques sont telles que y a une rivière qui naît assez étroite et qui va transporter de manière très efficace, parce qu'il y a des vents, de l'humidité directement des tropiques vers l'Europe. Alors dans l'Atlantique, moi j'ai appelé ça le Rome Express parce que j'ai un petit peu passé de temps. Aux Antilles? Alors non, pas aux Antilles, mais en Californie. En Californie, d'accord. Après ma thèse, avant ma thèse, je fais un pré-doctorat là-bas. J'ai passé 3 ans à Los Angeles, où j'avais découvert une expression qui s'appelait le Pineapple Express. Le Pineapple Express. Ouais. Donc c'est la nana, la nana express quoi. D'accord. Et pourquoi? Parce qu'en fait il y a donc ces rivières atmosphériques, ces filaments d'humidité et de pluie. Passent d'un endroit à un autre. Voilà, et qui prenaient naissance à Hawaï. Voilà, Pineapple. Ok. Et donc qui allaient taper directement à la Californie. C'était les moments, ça correspondait aux épisodes de pluie intense sur la Californie. D'accord. Ah, ok, ça pouvait faire le lien et la connexion pour expliquer pourquoi pourquoi tout d'un coup il y a des pluies diluviennes ou ce genre de choses. Voilà, et puis généralement ça dure 3-4 jours, c'est assez long, c'est dans une configuration assez chaude, qui amène donc ces quantités de précipitations qui sont incroyables et qui sont généralement source d'événements extrêmes ici sur la France, en tout cas sur l'Europe. Quand on regarde le cumul de précipitations sur les 3-4 jours où ces rivières atmosphériques sont présentes, on arrive à des valeurs qui sont très élevées. Et donc, si je fais la connexion, ce qui pleut, les précipitations européennes sont dues alors à ces rivières atmosphériques, le Rome Express, venu d'Antilles. Voilà. Donc c'est pour ça que l'appelé Rome, parce que ça vient des Antilles, par analogie avec Pineapple qui venait d'Hawaï. D'accord. Ça fait plaisir, parce que c'est le petit côté, tu vois, sympa, où on apprend des choses avec toi, qui nous font pas mal plaisir. Je ne sais pas quand cette vidéo sort, je ne sais pas si c'est avant ou après l'échange que j'ai pu avoir avec JID, océanographe, mais moi je voudrais avoir ton ressenti à toi, ta vue à toi sur le fameux hammock dont on parle beaucoup ces derniers temps. Ça pue la merde, ça pue pas la merde, qu'est-ce qui se passe? Je vois qu'il y a pas mal de comptes climato-sceptiques, dénialistes qui récupèrent ça en mode regardez, il va faire plus froid en Europe, etc., etc. La conversation avec JD, je ne sais pas encore vraiment si elle est disponible, elle était extrêmement éminemment complexe. Parce qu'elle fait comprendre que c'est une modélisation et que c'est pas comme s'il fallait imaginer quelque chose qui est là dans l'eau, alors que moi je m'imaginais tout d'un coup qu'il y avait un truc dans l'eau, voilà, c'est intéressant. Mais toi, c'est quoi ton ressenti sur cette notion de cet hammock qui potentiellement ralentit et qui pourrait faire des surprises au niveau de l'Europe? Niveau de confiance, pour revenir un peu au début de notre conversation, niveau de confiance, élevé, faible ou alors nul? Niveau de confiance bas. D'accord. Voilà. Niveau de confiance bas, et donc c'est ce qui, quand on regarde, quand on a évalué
l'évolution donc de la MOC, donc de ce transport de chaleur des tropiques vers les pôles. À travers les océans. Océanique, et le Gulf Stream étant une partie de cette grande circulation. Quand on a évalué les modèles, les observations pour comprendre et attribuer les variations que l'on a observées dans le passé aux différents facteurs, en fait, on a du mal à l'évaluer dans la mesure où les modèles ne sont pas parfaits, ont une certaine limite dans cette modélisation. Il y a de la variabilité interne qui fait que ça peut masquer en fait l'effet d'influence humaine, qui fait qu'aujourd'hui, donc le niveau de confiance est bas pour expliquer les changements passés. Le niveau de confiance est beaucoup plus élevé pour expliquer les changements futurs. On s'attend à ce que la MOC diminue. C'est écrit dans le rapport du GIEC, hein, oui. On s'attend à ce que la MOC diminue. Au niveau de confiance, je crois qu'il est moyen ou élevé. Je ne me souviens plus. Pourquoi ? Parce qu'on connaît les processus qui conduisent à cette diminution de la MOC. Et ça change quoi, ça, pour nous ? Enfin, continue. Parce qu'on parlait tout début des événements de probabilité inconnue ou de faible probabilité hors risque. Mais la MOC est dans cette catégorie-là. C'est-à-dire que c'est un événement dont on ne connaît pas trop la probabilité. Mais dont l'impact. On sait ce que ça peut arriver, on connaît le processus. Donc on ne met pas la temporalité en fait, de ce qui peut arriver, mais l'impact serait important. Alors l'impact serait important. Sur l'Europe, l'impact ne serait pas le facteur le plus impacté sur l'Europe ne serait pas la température, contrairement à tout ce qu'on peut lire. La fente ne va pas devenir le Québec parce qu'il y a une diminution de la MOC. Tout au plus, on va dire, le réchauffement climatique serait légèrement atténué sur l'Europe. Parce que les vents d'ouest de l'Atlantique transporteraient moins de chaleur de l'Atlantique vers l'Europe, puisque l'Atlantique Nord contiendrait moins de chaleur. On aurait moins d'apport de chaleur, voilà. Donc forcément, changement climatique, moins d'apport de chaleur, on ressent moins peut-être potentiellement ce type d'effet du changement climatique. Voilà. Alors ça aurait des impacts peut-être un petit peu plus importants sur la Scandinavie. De là à contrebalancer totalement le changement climatique, je ne pense pas. Et sur la France, en tout cas, le climat continuera à se réchauffer, même si la circulation thermohaline diminuerait fortement, il se réchaufferait un petit peu moins vite. On va dire, chouette, dans ce cas. Mais ce courant océanique, en fait, un courant océanique, cette circulation océanique, a des impacts aussi très importants sur le cycle de l'eau. Et c'est là où les impacts sont le plus forts, en fait, en particulier sur l'Europe. L'impact d'une diminution de cette circulation l'Atlantique Nord, cette circulation thermohaline, serait plus grand sur les régimes de précipitation. En fait, la course des tempêtes et l'intensité des tempêtes serait changée. Et donc l'Europe recevrait beaucoup moins d'eau, en fait, beaucoup moins de pluie, de précipitations, en hiver en particulier. Donc ça jouerait sur la ressource en eau. Ça joue également sur la mousson en particulier africaine. La mousson africaine qui serait diminuée dans le cas où cette circulation thermohaline diminuerait. Donc là, quand la vulnérabilité, en particulier de toute la zone sahélienne, à l'intensité de mousson étant très grande, donc ça aurait des conséquences en termes de sécurité alimentaire et de stabilité géopolitique sur ces pays. Donc, événement de probabilité inconnue, on va dire, mais à très fort impact. Et en particulier donc sur la ressource en eau, pour résumer. Donc la ressource en eau, et qui dit ressource en eau dit ensuite sécurité alimentaire via l'agriculture, rendement, etc. Et puis également sécheresse, donc puits de carbone pour boucler sur le début, sur ce qu'on disait au tout début. Donc en fait c'est un facteur physique qui amplifierait certains impacts du changement climatique, pas forcément sur la température. Ne pas se focaliser sur la température quand on parle d'un eau. Christophe, moi il y a quelque chose qui me fait flipper. Tu sais, c'est tellement complexe et effectivement nous on est en train de secouer le bocal avec nos activités humaines. Et moi, ce qui me fait un peu flipper, c'est les points de non-retour, les points de bascule.
Il y en a beaucoup sur Terre. Peut-être qu'il y en a des nouveaux entre-temps qui sont évalués, qui sont quantifiés. On dit, ah bah tiens, ça on peut estimer que c'est un point de bascule. Et je me demande parfois si on n'a pas dépassé des points de bascule et comment est-ce qu'on pourrait savoir si on a dépassé un point de bascule. Pourquoi je dis ça? Parce que tu m'as un peu choqué dans la vidéo qu'on a fait ensemble sur El Niño. Tu m'as pas choqué méchamment, hein, c'est toi, en m'expliquant simplement ta science. Je me suis dit, attends, c'est quand même dingue. Où tu as parlé de cet effet d'escalier qui est encore un projet de recherche. Tu l'as dit toi-même, on essaie encore de comprendre. Mais quand El Niño se produit, il rejette tellement de chaleur dans l'atmosphère que cumulé au changement climatique, on se retrouve à chaque fois atteindre des nouveaux paliers. El Niño revient, un nouveau palier de température montée, un nouveau, et ça se remarque sur les dernières années. Où El Niño revient tous les 4, 5 ans, 6 ans. Voilà, ça varie. Et moi, je me suis dit, mais attends, El Niño, ça se trouve, est déjà un point de bascule qu'on a dépassé. Et quand je vais un peu dans la littérature scientifique, j'ai du mal à trouver des informations probantes par rapport à ça. Je voulais un peu que tu nous expliques ces fameux points de bascule, lesquels ils sont, qu'est-ce que ça signifie, et est-ce qu'il y en a qu'on soupçonne d'être déjà en cours, en quelque sorte? C'est un sujet, alors c'est le grand sujet de recherche actuellement. Ça méritera une grosse vidéo à part entière. Ouais, parce que ça mérite une grosse vidéo. Oui. Pour faire simple, c'est un sujet de recherche, c'est complexe. Complexe dans le sens où il y a un problème de définition. Quand on a un problème, il faut d'abord le définir. Qu'est-ce qu'un point de bascule? Les définitions sont diverses. Un point de bascule planétaire, une efficacité de puits de carbone qui, à l'échelle globale de la planète, diminue. Ça peut être un point de bascule planétaire. Point de bascule régional, oui, pour certains écosystèmes. Par exemple, est-ce qu'on est en train de vivre ici sur l'Europe le point de bascule du puits de carbone forestier en Europe qui ne va pas revenir ensuite au niveau précédent? Ça se pourrait sur l'Europe centrale. Quand on dit qu'il ne va pas revenir au niveau précédent, aux échelles de temps, Bien sûr. Ouais. Dans le point de bascule aussi, il y a la notion de conséquence. Il peut y avoir des points de bascule physiques qui n'ont pas forcément de conséquences. Il peut y avoir des phénomènes physiques qui n'ont pas de point de bascule et qui, par contre, en termes d'impact, entraînent une rupture dans le fonctionnement de la société humaine. C'est-à-dire qu'on arrive à un point de bascule où les rendements diminuent, le rendement agricole diminue, qui fait qu'au bout d'un moment, la sécurité alimentaire est menacée, et là on bascule vers autre chose, alors qu'il n'y a pas eu de point de bascule physique. Donc, ce que j'essaye de dire là, c'est que en fait, cette notion de point de bascule, il faut la définir a priori, pour savoir de quoi on parle. Donc ça, c'est vraiment un projet de recherche, enfin, c'est même des projets de recherche. Il y a même eu une discussion sur le fait que ça pourrait être, ou ça aurait pu être, un rapport spécial du 7e cycle du GIEC. Juste pour bien poser le cadre en disant, voilà, où on en est aujourd'hui, quoi. Moi, je suis très prudent sur les points de bascule, parce que j'ai l'impression qu'à l'échelle globale, déjà, on a du mal à les définir. Je pense qu'on n'en voit pas, aujourd'hui encore. Ouais. Ce qui ne veut pas dire qu'à l'échelle régionale, on n'en voit pas, qu'ils ne sont pas crus. Donc, voilà. Je préfère plutôt parler de points de bascule régionaux que de points de bascule globaux qui sont plus pour moi dans le récit un peu de la catastrophe. Oui. Aujourd'hui. On peut en citer un qui est assez connu, permafrost, pergélisol, ils font trop. On a ces bactéries qui se réactivent, parce que ce sol gelé en permanence ne l'est plus, donc il y a de la matière organique qui émet du CO2 en plus et qui émet du méthane en plus, qui rajoute de nouveau des gaz à effet de serre dans l'atmosphère et qui rajoute du problème et qui entraîne à un moment donné une augmentation de température. Voilà. Exactement. Et là, on parle encore d'événements de probabilité inconnue à fort impact. C'est toujours la même catégorie. Et les points de bascule, on peut les mettre là-dedans. Des événements où on ne connaît pas, on connaît le processus, on ne connaît pas la temporalité de rupture, mais s'ils arrivent, c'est important. Moi, j'ajouterais sur ce point de bascule un point de vigilance, qui est l'utilisation, en fait, de la création d'un récit autour de ces points de bascule. On est en train de voir émerger le récit qui serait que on aurait atteint une certaine limite, ou un point de bascule, qui fait que le retour en arrière n'est plus possible, on ne peut plus s'adapter à ce climat qui change,
Et donc, dans ce cas, il faut réparer le climat. Et là, c'est la géoéolienne. Donc, ça serait des processus physiques qui seraient utilisés de manière plus ou moins honnête pour justifier en fait des pratiques. Et derrière, il faut voir qui c'est qui. On a une grosse vidéo sur la géo-ingénierie, on vous la met en description, en fiche, c'est très important. Vous la regardez après cette vidéo avec Chris. Voilà, et donc c'est ce cadre-là qui est important de poser. Donc le cadre de limite planétaire est aussi intéressant, mais c'est un cadre. Les limites, en fait, sont floues, c'est les frontières. La limite de... Je pense qu'on peut discuter, par exemple, dans la concentration de CO2 a franchi une certaine limite, le choix de cette limite est discutable. C'est plutôt le cadre, en disant qu'on est dans une rupture par rapport à ce qu'on a connu dans le passé. Oui. La limite était de 350 ppm. 350 ppm. Pour les limites planétaires, on est à 420. Maintenant, ça aurait pu être 380. Moi, je suis né à 385. Voilà, donc il faut utiliser ça plutôt comme un cadre conceptuel qui permet en fait de peut-être simplifier certains messages ou d'apporter certains messages et d'insister sur le fait que là, le mot limite a un sens, c'est qu'il y a des limites à l'adaptation au changement climatique. Voilà. Des limites dures à l'adaptation au changement climatique. Mais ça, elles sont sociétales et elles sont dans le vivant. Oui. On sait qu'à partir d'un certain seuil, les écosystèmes ne joueront plus, ne nous aideront plus dans la lutte contre le changement climatique. Les solutions fondées sur la nature sont efficaces, mais elles sont efficaces, elles deviennent de moins en moins efficaces à mesure que le niveau de réchauffement augmente. C'est ça. Voire de n'être plus du tout une solution. Donc voilà, donc les limites là sont importantes. Ça peut être ces points de bascule. Est-ce qu'on met ces limites dans l'adaptation dans le chapeau point de bascule? Oui. Là, je mets beaucoup de complexité. Mais tu as raison, Parce que forcément, pourquoi j'ai cité El Niño juste avant? Parce qu'il est considéré comme un point de bascule climatique. Et bah oui, alors il augmente la température, mais il faut encore déterminer le lien. Mais maintenant, qu'est-ce que ça fait? El Niño déjà n'est pas conscient. C'est un nom qu'on a donné pour des trucs historiques. Il y a le lien, il y a les liens, on vous les met, allez voir la vidéo. C'est pas quelque chose de conscient, c'est quelque chose qui est là et qui fonctionne et c'est un transfert d'énergie. Mais le point de bascule, effectivement, c'est peut-être pour les gens qui vivent près de ce courant océanique, de cette oscillation, pardon. Donc à savoir Pérou, Chili, Brésil et une autre partie du monde aussi, parce que ça va jusqu'en Asie du Sud. Et là, effectivement, ça peut être considéré comme un point de bascule immense pour les sociétés là-bas. Parce que trop de précipitations, trop de chaleur, et puis, enfin voilà. Et là, t'as peut-être des villes qui vont ne plus être raccordées au réseau d'électricité, d'eau potable, et alors on a des peuples. Et là, on peut comprendre ce point de bascule. C'est-à-dire que j'ai l'impression que c'est très anthropique. C'est nous qui, à cause d'un événement qui s'est emballé, a basculé dans notre quotidien, mais nous empêche de revenir à l'état de normalité. Le changement climatique, alors, est un point de bascule. Voilà. Donc moi, quand on parle de point de bascule, enfin, je demande toujours à mes interlocuteurs de définir le point de bascule. De quoi on parle? Ensuite, on élabore. Mais il faut être très précis là-dessus. Et surtout, moi, là c'est vraiment une crainte que j'ai, c'est que ces points de bascule soient utilisés pour justifier la géogénérie, qui pour moi serait, je vais employer un mot un peu cru, hein, ça serait l'équivalent de rentrer en soins palliatifs. C'est-à-dire que oui, on amortirait nos chutes, on amortirait notre mort. Mais les inconnus sont tellement grands, c'est tellement à 180 degrés de cette transition juste qu'on essaye de porter et qui est faisable, puisque tout est sur la table, c'est jouer un peu, c'est mal à un chanteur, quoi. Mais si tu en parles, ça veut dire que ça te fait peur, mais ça veut dire que tu... Et moi, ça me touche. Alors, ça veut pas dire qu'il faut pas l'étudier. Là, il faut l'étudier, de préférence, pas pour l'appliquer éventuellement, mais même si on sait que qui finance éventuellement la possibilité... Et c'est un débat, il y a un débat éthique. Oui. Il y a un débat éthique dans la recherche. Et ces questions-là d'éthique, il faut qu'elles soient centrales. Mais si tu en parles, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a déjà beaucoup de projets de recherche, ça veut dire que tu entends parler, quand tu discutes avec des acteurs, tu as la sensation que ça devient de plus en plus un argument. Oui, ça devient de plus en plus un argument. Ces tipping points, ces points de bascule pour justifier ces techniques-là. Il y a du financement, il y a un narratif qui est en train de se créer. On ne parle plus de géogénie, on parle de réparation climatique. Ça passe mieux un peu. Ça passe mieux. Ouais.
ou d'intervention climatique. Intervention climatique, ça passe encore mieux. On fait de la chirurgie, quoi. Voilà, c'est c'est ça. qui répare. En plus, C'est une frappe chirurgicale. En plus, il y a tout le cadre de, oui. Je vois ce que tu veux dire. Je suis responsable du changement climatique, mais ne vous inquiétez pas, je vais réparer. Mais qui finance ce genre d'études pour l'instant? Avec grandes fondations. Ok. Et puis derrière, on voit aussi émerger, enfin, certains pays qui ont certains intérêts à ce que ces techniques de géoingénierie. Parce que ça va légitimer de continuer de brûler du fossile, en fait. Exactement. Et on laisse le problème aux prochaines générations, parce que les techniques, là, c'est... Bon, là, je parle pas d'inégalité générationnelle, mais Oui. voilà. C'est-à-dire que si demain, parce que on vous envoie vraiment vers cette vidéo pour comprendre, ça s'appelle le grand retournement, c'est Marine j'allais dire, oui, Ryan, je pensais ça, enfin, c'est Monsieur Noyon et Marine de Guglielmo Weber qui ont écrit un livre exceptionnel qu'on a eu en talk, et justement qui explique que ce sont des avions qui volent en permanence au-dessus de nos têtes pour balancer du dioxyde de soufre, la géoingénierie solaire dans ce sens-là. Et donc si les avions volent plus, on a un problème. Et puis bon, sinon il y a une autre géoingénierie, c'est celle qu'il y a quand même dans le groupe 3 du GIEC, qui parle de capture carbone. Oui, alors ça, oui, non. En fait, je pense qu'il faut vraiment différencier les deux. Quand je parlais de soins palliatifs, c'est plutôt pour la géoingénierie solaire. Voilà, ouais. Les avions qui volent non-stop au-dessus de nos têtes et qui balancent... Et en fait, la quantité d'énergie qui vient du soleil. Ouais. Donc là, la capture du carbone, donc, qui peut être de manière industrielle par certains processus, ou qui peut être en boostant aussi justement les puits de carbone. Mais moi, ça, c'est aussi là, on peut mettre ça dans la catégorie géogénérie, mais je pense que les risques sont beaucoup moins grands. Même si, alors sur la capture directe du carbone, bon, de toute façon le passage à l'échelle est tellement aléatoire et quand on regarde les courbes de développement tellement incertains. On n'y est pas tout plus fort là. Que bon, oui, il faut continuer. Mais justement, c'est peut-être ça le problème. Non, mais c'est peut-être ça le problème. Peut-être que à un moment donné, on va comprendre dans 5, 6, 7 ans, et il y aura des événements climatiques extrêmes, enfin météorologiques extrêmes à ce moment-là, que le truc, peut-être qu'ils vont changer leur fusil d'épaule en disant ça nous coûte trop cher, on n'y arrive pas, on va peut-être le faire. Bon, allons-y, dans les avions qui balancent du dioxyde de soufre, ça va être la nouvelle hype. Et c'est pas anodin que tu m'en parles, parce que ça démarre toujours avec des demandes de projets de recherche. C'est un sujet que j'entends de plus en plus parler. C'est bien d'en parler, mais toi, ça t'inquiète, quoi. Toi, ça te... Oui. Vraiment, ça m'inquiète. Ça m'inquiète et ça m'effraie dans le sens où, dans le récit qui est en train d'émerger, il serait plus facile d'aller modifier l'énergie qui vient du soleil que de changer de mode de vie. Et ça, c'est très inquiétant. Christophe, on va encore se faire du mal pendant quelques instants, puis on va parler de choses positives. Bon, tu vois les réseaux sociaux, on est nous-mêmes sur un réseau social, sur YouTube. Tu vois la polarisation du monde. Ça se polarise. Des groupes se forment, des gens qui croient en ton travail, au travail de tes collègues. Vous êtes des milliers à travers le monde, croient en votre méthodologie. Et je dis bien que vous êtes des milliers, c'est pas genre le fait de toi, Valérie Masson-Delmotte et une autre personne. Non, vous êtes beaucoup, beaucoup de chercheurs, mais il y a un autre discours qui n'émerge pas, qui aujourd'hui a sa place politique, qui est un contre-discours par rapport à ce qui fait consensus, et en faisant croire justement ce contre-discours qu'il n'y a pas de consensus, en faisant croire que des gars comme toi, vous êtes payés par George Soros, par des démocrates, pour installer, on va dire, la gouvernance climatique verte pour nous vendre des voitures électriques. Je sors tout ce que j'entends et que je lis. Que vous manipulez déjà le climat avec des projets HARP et ce genre de choses, que vous n'êtes pas vraiment des experts, en tout cas ceux qui sont au GIEC. Il y a plein de tentatives pour vous décrédibiliser, et le problème c'est que des gens y croient. Ce champ de croyance existe et a sa place politiquement, on l'a vu, à l'échelle un peu mondiale. Ça t'inspire quoi, ce type de moment charnière qu'on est en train de vivre, que moi j'appelle personnellement l'effondrement de la culture? Le souci... Enfin, moi, l'inquiétude que j'ai actuellement, c'est que... Alors, c'est pas trop dans le fait que les gens ne croient ou n'y croient pas, c'est qu'ils ne croient plus à rien. Et je pense pas que les climato-sceptiques croient, ou en tout cas que l'influence des climato-sceptiques est telle que ça va convertir certaines personnes au climato-scepticisme. C'est juste que ça va alimenter la perte de confiance dans tout. Oui.
Les uns envers les autres aussi. Les uns envers les autres. Et donc, on rentre dans un monde de défiance, alors que on a besoin de solidarité, on a besoin de confiance, on a besoin de partage pour lutter contre le changement climatique et pour faire émerger cette société qui va être plus juste, plus équitable, quoi. Donc, c'est intéressant cette réflexion que tu portes là, parce que elle fait écho au discours que j'ai donné lors du rassemblement à Castres contre S69, où donc j'ai visité les conclusions du GIEC et montré l'inadéquation ou le caractère complètement anachronique et en dehors du temps de ces projets-là. Et j'ai fini mon intervention en disant que peut-être, considérant ce qui est en train d'émerger, j'étais plus inquiet, non pas par le risque climatique, mais par ce que j'ai appelé les fondements des valeurs. C'est la même chose. Et j'ai pas été très bien compris. Ah. Quand j'ai employé cette expression-là. Parce que les valeurs, c'est péjoratif aujourd'hui. Péjoratif. Et en fait, pour moi, de nouveau, comment on définit les valeurs? Et derrière le mot valeur, derrière cet effondrement des valeurs, cette expression que j'avais utilisée, il y a les valeurs de solidarité, il y a les valeurs de confiance, il y a les valeurs de projet d'avenir, oui, d'entraide, de juste place de chacun vers une transformation, de cette capacité d'intégrer dans les politiques, dans les dynamiques, des vulnérabilités qui sont différentes, des capacités d'agir qui sont différentes. Et ça, on l'a plus, on est en train de perdre tout ça. On est en train de perdre ce socle-là qui assumerait la transition vers des modes de vie bas carbone. Et moi, ça me fait peur. Ça me fait peut-être plus peur que les poids de masque. C'est vrai. Mais oui, il s'agit de nous, entre nous. Et un événement climatique, météorologique extrême, peut balayer ma maison. Combien de chances? Une chance sur 10, puis une chance sur 5, puis une chance sur 2, on a compris. Mais la polarisation de la société peut faire en sorte que je peux, moi, devenir demain un paria pour mes idées. Comment créer ces espaces de dialogue, ces espaces partagés pour l'intérêt commun? Alors, je pense que ça se fait au niveau local. Ouais. Moi, je suis en contact avec certains élus de ma commune, avec certaines associations. Je vois comment, en fait, certains projets sont montés. Et je vois aussi comment les pratiques ou les vecteurs de prise de décision aujourd'hui commencent à être questionnés et commencent à être changés. La Convention citoyenne pour le climat, par exemple, il y a d'autres instances, d'autres organisations ou assemblées qui sont menées à l'échelle locale. Voilà, on voit que tout ça émerge, et puis on est écrasé par cette ambiance, cette atmosphère nationale, qui aujourd'hui fait perdre confiance en fait dans toute l'échelle de décision, embarque en fait notre faire démocratie. Et au nom de la continuité du système conventionnel dans lequel on est. Donc il y a ce paysage national en fait qui se délite et qui fait pas confiance en fait dans tout le processus de décision, dans tout notre faire démocratie. Et aujourd'hui il y a des pratiques qui sont, moi je qualifierais de minables, de manipulation, de récupération, justement pour taper sur certains instituts, les instituts de recherche, INRAE, mais aussi par exemple l'Office français de la biodiversité, qui est dans cette crise à l'école et est accusé de provoquer les agriculteurs en simplement contrôlant la quantité d'eau qui est prise dans la source, en faisant simplement respecter les règles, quoi. Et tout ça, cette manipulation-là, qui s'inscrit en fait dans ce récit aujourd'hui que en fait les politiques environnementales, c'est des politiques punitives et elles vont nous emprisonner dans un système de souffrance, de normes, de privation de liberté,
La privation de liberté, c'est de ne pas prendre en compte tous ces éléments-là et de ne rien faire et de continuer comme d'habitude. C'est à ce moment-là que la privation de liberté interviendra tôt ou tard. Exactement, mais en fait l'argument est retourné. Ouais. Comme la définition de la liberté d'expression sur Twitter. Oui, mais ça se passe partout, dans toute l'Europe, aux États-Unis. Dans toute l'Europe, voilà, c'est une vague là qui est en train de déferler, et avec des outils comme X Twitter, qui sont des caisses de résonance, et en fait des agendas derrière. Donc, du coup, comment lutter contre cette déferlante-là, et au niveau national, dans un moment de politique très chancelant. C'est ça. Et qui, vraiment, ne contribue pas. On voit bien, là, les enjeux environnementaux sont complètement invisibilisés, quoi. Et ils sont invisibilisés même par les partis. On pourrait s'attendre à ce qu'ils les fassent émerger. Donc, en fait, tout le monde est pris au piège. C'est comme si... Vraiment, la question que moi je me pose, c'est comment va-t-on se sortir de ce bourbier-là, quoi. Sachant qu'on aura créé des clivages, on aurait créé des haines, on aurait créé des tensions, et c'est beaucoup plus difficile ensuite donc, de renouer des liens quand... des traumas s'opèrent à cause de... Ouais. Voilà. Ce que tu dis là est très parlant, parce qu'au final, on sent une forme de dislocation. Moi, je suis personne pour définir que nous sommes dans une dislocation de nos sociétés humaines, parce qu'à l'échelle locale, je vois des choses merveilleuses. Mais j'ai l'impression qu'à l'échelle plus médiatique, réseaux sociaux, il y a une hystérie phénoménale, une hystérie collective sur les réseaux, que je ne ressens pas quand je vais dans des territoires et que je m'installe et que je discute avec les gens, où là, quel que soit leur bord politique, il y a un rapprochement, il y a des barrières qui s'effacent et on sent qu'il y a une sorte de, tu sais, bon, il n'y a rien à faire. Si on veut pouvoir atténuer le changement climatique, le stabiliser déjà concrètement, c'est revoir le modèle économique. Et le modèle économique est dans une phase, à mon sens, de déni, où il refuse, et là, il est en train de sortir les griffes. Musk, ce sont des griffes. Le conservatisme, l'opposition et de trouver la responsabilité chez des petits groupes, c'est la faute des pauvres, c'est la faute des noirs, c'est la faute des arabes, c'est la faute des riches aussi. Et nous, sur cette chaîne, on a beaucoup tapé sur les riches, mais ce n'est pas que la faute des riches. Quand tu nais dans un contexte, dans ton environnement, enfin bref, tout ça c'est éminemment complexe et vous savez que vous êtes sur cette chaîne pour ça. Mais j'ai l'impression effectivement que ce système économique, parce que le système, ça veut rien dire, le système économique est dans un déni que c'est lui qui est en train de scier la branche sur laquelle il est et qu'il essaie de prouver que les autres ont tort en changeant, en altérant la réalité. Et je pense que c'est beaucoup ceux qui ont porté et qui ont cru là-dedans. Et pourquoi je suis persuadé que c'est ça? C'est parce que j'ai fait partie de ça et que j'ai soutenu ce système économique, j'y ai cru, en la méritocratie. Pour moi, il y avait plus de problème de racisme. Pour moi, tout ça était derrière nous. Et j'avais réussi dans ce système économique. Mon ego était galvanisé par le fait d'avoir joué ce jeu de la croissance économique à tout prix, de regarder moi, etc. Et mes croyances pouvaient se supplanter les tiennes, Christophe. Parce que j'ai joué au jeu du Monopoly, je gagne au Monopoly. Qui tu es, Christophe Cassou, avec ton histoire de climat? Ma réalité, elle est différente. Et faute à la chance ou à pas de chance, voilà, les éphémérides ont fait que j'ai basculé de l'autre côté, j'ai compris ces mécanismes, j'étais dans le déni. Et le déni est difficile. Et puis dès qu'on en sort, on finit à un moment donné par émerger. Et peut-être qu'aujourd'hui, ces ongles qui sortent et ces griffes et on veut pas, non, c'est comme ça. Et comment ça, les inégalités sociales? Ouais, soyez déjà contents de profiter de notre truc. Tout ça, j'ai l'impression que c'est le système économique qui est dans sa phase où il va et ça va être difficile parce que on savait que ça allait être difficile. On savait que ça allait être difficile parce que et on avait anticipé un petit peu ce moment dans le sens où voilà, on est 10 ans après l'accord Paris, 2015 après les accords Paris, jusqu'à 2020 on définit les objectifs. On n'est pas dans le dur, on n'est pas dans le concret. À partir de 2020, on commence à rentrer dans la mise en place des stratégies. Et on se dit, définir les objectifs. Merde, c'est ça en fait. 2020 Covid. Ouais. 2020, 2021, tout ça mis en parenthèse. 2022, 2023, ça repart. Donc on est dans le dur aujourd'hui des décisions
que l'on doit prendre pour respecter nos objectifs. Tant qu'on était dans nos objectifs, on était des doux rêveurs. Oui, on discutait quoi. On dit que là, maintenant, il faut appliquer. Et donc, évidemment, il y a les intérêts particuliers qui émergent et qui tendent à maintenir le système tel qu'il est. Parce qu'ils ont plus à gagner dans ce système-là, à court terme, que dans une transformation profonde. Avant ma retraite, pendant que je suis encore là en train de bosser ici, de toute façon j'envisage de tout barrer, aller dans la Laponie, je fais un maximum de thunes maintenant, le court-termisme. Donc c'est le court-termisme, et il y a une crispation qui est importante à ce niveau-là, enfin, qui était attendue. Elle se conjugue avec on va dire un état géopolitique du monde qui est très fragmenté. Donc en fait, il y a d'autres facteurs qui amplifient aussi la difficulté de mettre en place les décisions ou les stratégies qui sont nécessaires pour respecter nos objectifs. Donc cet alignement des planètes, ou ce mauvais alignement des planètes, on va dire, rend le moment beaucoup plus complexe et beaucoup plus chancelant. Est-ce que c'est un tipping point? Peut-être. Voilà. De nouveau dans la définition. Quelle est la définition de ce moment-là? Mais oui. Mais bon, tout ça, ça ne doit pas nous empêcher de dénoncer, de vous indigner, parce que en fait, s'indigner, c'est pas un crime, quoi. S'indigner, c'est ce qui fait de nous des humains, c'est ça, des vivants. Dénoncer des projets climaticides, c'est pas un crime non plus. Hein, c'est ce qui fait qu'on a une conscience citoyenne. Il faut le dire. Et il faut le dire. Et puis pour nous, communauté scientifique aussi, de dénoncer les projets climaticides, de dénoncer les objectifs ratés, de dénoncer, par exemple, des manipulations qui sont faites sur certains chiffres. Alors là, je pense sur votre dos, hein, oui. Je pense aux émissions la baisse des émissions de gaz à effet de serre en France en 2023 qui était de 5,8%. Oui, c'est le chiffre qui a été annoncé. C'est le chiffre qui est annoncé, qui est vrai. Mais avec un aspect conjoncturel, de circonstances, qui fait que c'est pas 5,3, c'est 2 et quelques, qui correspond à du structurel, sur lequel il faut se réjouir, sur lequel on va certainement revenir en 2024. En 2025, tu veux dire? De 2024 et 2025. Parce que, voilà, on n'aura pas diminué les émissions de gaz à effet de serre de 5,8% en 2024. Ça sera beaucoup moins. Parce que il ne reste que l'aspect structurel. Mais quand on utilise les aspects conjoncturels pour dire que c'est du structurel, pour dire qu'on a fait de la sobriété alors qu'on a fait de l'austérité, je pense que c'est aux scientifiques aussi de dénoncer. C'est un devoir moral. C'est un devoir éthique aussi. C'est drôle, c'est des postures de communication, c'est des postures. Schwarzenegger, dans son documentaire sur Netflix, avait dit Everything is about bullshit. Et ma carrière était du bullshit. C'était un jeu, il fallait faire des conneries. J'ai fait des conneries. Il a joué à ce jeu-là parce qu'il a remarqué que c'était ça les règles du jeu, et c'est vrai. Ça s'est réjoui de cette baisse de gaz à effet de serre, tout comme en 2021, je me rappellerai bien, Bruno Le Maire qui s'était réjoui que la France avait fait plus 6% de croissance du PIB, très fièrement. Oui, on a fait plus 6%, c'est un record. Mais c'est le Covid, exactement, puisqu'on a eu une baisse drastique, moins 4% au Covid, et en fait on a rattrapé à peine ce qu'on devait faire normalement l'année 2020. Mais de nouveau, des effets de communication. Des effets de communication, et pour moi, ce chiffre de 5,8 m'a mis en colère. Parce que pour moi, je considère qu'il est au même niveau de manipulation que le climato-scepticisme. Dans le sens où un climato-sceptique va nous dire « Ah, mais il fait froid, vous voyez, le réchauffement climatique n'existe pas. » Là, c'est « Ah, on a réglé le 5,8 ?» Oui. Nos méthodes fonctionnent. Alors que c'est conjoncturel, comme une vague de froid est conjoncturelle et circonstancielle, et ne dit rien en fait sur le futur. Exactement. Le 5,8 ne dit rien sur le futur. Dit un peu. Mais soyons honnêtes en disant « Oui, on baisse de 2%, 3%, c'est du structurel, c'est pas assez. » Et moi, j'ai pas de souci avec ça. En disant, on n'est pas à la hauteur. Il faut accélérer. Mais prétendre être le bon élève, alors qu'on est peut-être le meilleur élève d'une classe de camp, Malali Regueza qui dit cette expression, je trouve, qui est vraiment juste, conduit à une perte de confiance dans le politique, dans le faire politique, auprès de la plupart des citoyens. Et
Et pour nous, scientifiques, où on sait que chaque tonne de CO2 additionnel dans l'atmosphère compte, tout objectif raté, moi je le traduis dans mon logiciel par dixième de réchauffement supplémentaire. Et tu le traduis sur ce que ça donne sur le terrain. Je le traduis par des morts supplémentaires, je le traduis par des risques d'incendie supplémentaires, je le traduis par des quartiers entiers d'Altadena en Californie qui abritaient des populations très modestes qui sont rasées. Où tu as vécu d'ailleurs. Où j'ai vécu. Voilà, je le traduis comme ça. C'est pas un chiffre comme ça qui est jeté en l'air. Moi, j'ai mon logiciel, j'ai ma fonction de transfert cérébral qui est, ok, tonne de CO2, niveau de réchauffement. Et cette fonction de transfert cérébral, elle est dictée par le loi de la physique. Il existe une relation proportionnelle entre le cumul de CO2 dans l'atmosphère et le niveau de réchauffement. C'est de la physique. C'est une contrainte émergente du système. C'est quelque chose qu'on enregistre. C'est ce qui fait la base des négociations dans l'accord de Paris, dans le cadre des négociations de Paris. Voilà. Donc, mentir sur ces chiffres-là, en fait, c'est mentir sur les souffrances futures. Et donc, c'est de l'irrespect pour les personnes qui souffrent, les personnes les plus vulnérables. Et c'est en fait entretenir ou créer une atmosphère de défiance parce que tout ça s'inscrit dans des clivages, dans des stigmatisations et donc dans un système où la solidarité n'existe quasiment plus, quoi. À l'échelle nationale, mais je te rejoins, à l'échelle locale, moi je suis très surpris et c'est très agréable d'aller au contact de certaines municipalités, de certaines associations, de certains syndicats d'agriculteurs, de petite échelle, qui, moi, me nourrissent. Alors, ça fait depuis 1 an que je suis à Paris et ce qui me manque, en fait, d'être ici, depuis que je suis à Paris, c'est que je faisais beaucoup d'interventions dans les territoires. Et je ressentais cette envie, cette dynamique collective qui pouvait s'enclencher. Qui a besoin d'un cadre national, parce qu'on est quand même le système français est quand même très directif au niveau national, mais on est un petit peu câblé comme ça. Mais voilà, il y a ce vivier-là qu'il faut activer, quoi. Donc il y a les politiques publiques et derrière, c'est pas vrai que les gens sont pas prêts, les gens sont vraiment prêts. Mais il faut cette politique publique, il faut une cohérence, il faut du courage, il faut de la part des politiques pour mettre en place ces politiques publiques. Il faut de la cohérence, il faut de la lucidité, il faut de l'honnêteté. C'est des valeurs-là, ces valeurs-là qui font que on va arriver à lutter contre le changement climatique, à s'engager dans une société où on pourrait potentiellement s'adapter. Ça viendra d'en dessous, les territoires. Oui, ça viendra des territoires et je pense que des territoires et nationales. Hein, il y a vraiment collaboration, il faut. Il y a, je pense que c'est très difficile de séparer les deux, parce qu'en fait, les actions des territoires ou les actions des individus sont maximisées ou sont amplifiées par les grandes politiques publiques, des grands cadres qui insufflent en fait la direction. Mais le lead, en quelque sorte, puisque j'ai envie de dire que le national et les politiques suivent ce qui se passe en bas, voilà, ils travaillent pour nous, mais globalement, si l'opinion publique va dans un sens, le politicien va suivre un peu cette opinion publique, va tenter de manipuler, mais va suivre, pas tous, va en tout cas suivre la direction que ça prend pour conserver un petit peu sa posture. Donc il faut que ça émerge des territoires, et par de tous les territoires, pour que la voie nationale suive, et qu'il y ait peut-être éventuellement une sorte de symbiose dans la direction à entreprendre. Oui, et on le voit, là, il y a un exemple récent sur le plan national d'adaptation au changement climatique qui a été mis en consultation. En fait, ce plan national, il est très flou actuellement, parce qu'il est en consultation, donc c'est pas la version finale. Mais il est très flou, il ne fournit pas le cadre en fait pour les territoires, pour s'engager vers une adaptation. Chaque territoire en fait va mettre en place est incité à mettre en place ces stratégies d'adaptation. Mais en fait, chaque territoire, le danger,
c'est que les territoires, en fait, bricolent. Mhm. Et qu'il n'y ait pas forcément de cohésion qui fait que, en fait, nationalement, ou même à l'échelle européenne, on arriverait à engager des stratégies d'adaptation au changement climatique. Penser systémique plutôt que penser en silo, quoi. Oui, et avec donc une interaction entre les différentes échelles, quoi. C'est ça, bien sûr. À la fois spatiale, donc territoire national, européen, et puis temporel. C'est-à-dire que ben, il faut regarder à des horizons qui sont beaucoup plus lointains que 5 ans, 10 ans, quoi. C'est ça. Christophe, c'était incroyable. Merci du fond du cœur d'être venu sur cette chaîne. Merci à toi. Bah, écoute, c'est surtout toi, merci pour ta confiance. Tu sais que tu es dans un bon endroit. J'ai une dernière chose que je voudrais te demander. C'était une très belle conclusion, mais qu'est-ce que limite, et j'ai même envie de dire, les gens qui ont regardé cette vidéo, les gens qui nous regardent souvent, peuvent faire pour toi, de leur côté, principalement. C'est une colle. C'est une colle, hein. Si tu avais un souhait venant de leur part. Alors moi, mon souhait, c'est que vous puissiez liker, commenter, partager, bien entendu, nous aider sur Tipeee. Ça nous permet de faire des contenus comme ceci. Donc vraiment, ça c'est mon petit souhait. Voilà. Mais le souhait le plus important aujourd'hui, c'est celui de Christophe Cassou. Donc, continue à s'aligner. Et toutes les formes d'indignation sont bonnes, à mon avis. Génial. Il n'y a pas de... Certaines personnes se retrouveront dans des actions de désobéissance civile, non violente, parce que je suis très attaché à la non-violence. D'autres seront dans l'explication, dans la formation, qui est une forme aussi d'indignation, ça de l'ethnie, comme le non-respect, une lutte en fait contre quelque chose qui n'est pas contre un état, un système, un état pas forcément au sens des nations, quoi, un statut qui n'est pas juste et qui a les capacités de devenir plus juste. Donc tout faire pour que notre société devienne plus juste dans le cadre donc, de cette lutte contre le changement climatique, il est devant ça. Tout est clair. Je te fais un check. Merci Christophe. Merci à toi. On se voit bientôt sur Limite pour de prochaines vidéos. Partagez si ça vous a parlé et indignez-vous. Il a tout dit. À bientôt.